Vas-y Fred, hein. À toi l'honneur. Alors, je m'appelle Fred Bernard, je suis auteur-illustrateur d'albums jeunesse et de bande dessinée depuis un quart de siècle. Moi je m'appelle Richard Malka, scénariste de bande dessinée, 52 ans, qu'est-ce que je peux dire de plus avocat par ailleurs, mais ça n'a rien à voir, enfin un peu parce que c'est comme ça que j'ai connu Robert Badinter. Mais voilà. Par l'entremise de notre éditeur. En fait, on se connaissait pas. En fait, l'histoire, c'est que Robert Badinter avait publié son livre chez Fayard, que Rue de Sèvres avait acquis les droits pour en faire une BD, et que Robert, à ce moment-là, m'appelle pour me dire « mais je veux que ce soit vous le scénariste ». Évidemment, ça se refuse pas. Le projet démarre, et puis il faut trouver un dessinateur. Alors, mon exigence, c'était qu'il soit bon, 2, qu'il soit sympathique. Et c'est là qu'ils nous ont trouvé la perle rare, Fred Bernard. Moi, le roman, je l'avais lu quand il est sorti, ma femme l'avait acheté, donc 2010. Donc, quand Rue de Sèvres, on m'a pas tout de suite parlé de Richard d'ailleurs, on m'a juste parlé de cette éventuelle adaptation. Et donc, j'ai dit, ah, alors ça m'a un peu bouleversé. Et, enfin, surpris et bouleversé, donc j'ai dit, il faut que je le relise, puisqu'il était sorti 6 mois avant à peu près, je pense. Donc je l'avais relu l'été. Et donc en le relisant, donc là je l'ai lu en me disant, alors, en essayant non pas les images que le texte convoque, mais celles que moi je pourrais éventuellement y mettre. Donc je l'ai lu, puis je me suis dit, ouais, ok, c'est possible. Il y a un truc, enfin, évidemment que le texte est magnifique et que l'histoire était terrible, mais que je voyais l'époque, en plus je l'avais déjà dessiné. Et puis... ça s'est passé assez vite à cause des confinements. Pour moi aussi, c'était la première fois que j'adaptais. J'avais jamais fait ce travail-là. Oui, tu n'avais jamais fait. Ah non, j'avais jamais fait d'adaptation. J'ai adoré, par ailleurs. J'ai adoré cet exercice et ça m'a donné envie de le refaire parce que du coup, on n'a pas à imaginer l'histoire. L'histoire, elle est là. Et donc, ma créativité, je pouvais la concentrer sur la construction, sur les dialogues, sur la construction, et c'était très agréable. Il n'y avait pas beaucoup de discussions à avoir, puisque c'était limpide. Enfin, je comprenais ce qu'il me disait. C'était tout net, enfin, c'était facile, entre guillemets. Vraiment. Mais moi aussi, hein, non mais en fait, ça a été... Quand je faisais des croquis, c'est plein d'étapes, en revanche. Ça a été pour moi une super collaboration, c'est une fluidité... vraiment absolu, quoi. Mais avec Fred, avec l'éditeur, avec Robert, parce que là, pour moi, c'était chaud. Je parle de la grand-mère, de Robert Badinter, de son père, de sa mère, de Robert, de ses frères. Je les fais parler, j'invente des situations. Donc à chaque fois que je lui remettais, parce qu'avant de les envoyer à Fred, je les montrais je montrais mon découpage à Robert. La première fois, j'étais comme ça, quoi. Et puis, en fait, il corrigeait 4 virgules et 3 mots. Donc, il était content. Il m'a fait le plus beau des compliments possible. C'est-à-dire qu'il a dit, bah, en fait, c'est une autre histoire, mais ça me va bien, quoi. Ça fonctionne et il a adhéré. Parce qu'évidemment, on est obligé de transformer. Sinon, ça marche pas. Puis, on est obligé d'inventer des dialogues, des scènes... Donc, avec Robert, ça a été super simple aussi, alors que je sais à quel point il est exigeant. Ça a été un projet hyper agréable. Vraiment, il n'y a eu aucune difficulté. Ça roulait, quoi. De la même façon qu'il fallait absolument lire le livre de Robert Badinter, il faut lire la BD. Voilà. Parce que c'est devenu autre chose. Parce que c'est la même chose, c'est la même histoire quand même, dans les faits. Après, c'est raconté complètement différemment qu'avec des dialogues. Et donc, on a plus la langue de Robert Badinter, mais on a l'esprit de Richard, quoi. Il y a une malice, il y a quand même de l'humour, il y a beaucoup de tendresse qui fait qu'on s'attache au personnage, tout ça. C'était la difficulté au départ, voilà, c'est d'incarner les personnages avec des petits dessins, quoi. C'est notre idée, enfin c'est clair. De toute façon, c'est universel, c'est l'histoire, elle est universelle, mais en restant quand même très fidèle, parce que c'était l'objectif, quoi. Donc ça donne une œuvre différente, qui est en même temps une extension du livre, et donc
pour nous deux, c'est très émouvant. Il fallait, ce qu'il faut. Ça a du sens. Ouais. Voilà. C'est une BD qui a du sens. Merci à vous. Merci beaucoup. Coucou. Écoutez, je m'appelle Baptiste Beaulieu, donc j'ai 34 ans, je suis médecin, romancier, et mon 4e roman s'appelait Toutes les histoires d'amour du monde, et dedans je racontais comment, après la découverte plusieurs lettres écrites par mon grand-père, chaque année à la même date et à une femme que personne ne connaissait dans la famille, je suis parti à la recherche de la personne, puis ces lettres m'ont aussi permis de découvrir tout un pan de l'histoire de mon grand-père, qui était quelqu'un de très froid, qui était quelqu'un de très distant vis-à-vis de sa propre famille. J'ai découvert un être humain qui avait eu une vie incroyable, qui avait énormément souffert et qui avait, à cause de ses différentes blessures, développé une certaine forme de méfiance vis-à-vis de l'humanité en général. Ça a été un super bon moyen pour moi de, quelque part, de me réconcilier avec lui et de le redécouvrir, quoi. J'ai eu énormément de retours très positifs de la part des lecteurs et des lectrices, notamment parce que énormément de personnes se sont aperçues que cette histoire entrait bizarrement en résonance avec l'histoire de leur propre famille. Je crois que c'est ce qui m'a le plus touché, c'est le nombre de lecteurs et de lectrices qui m'ont confié à leur tour les secrets de famille. Si le livre a permis à des gens qui appelaient une grand-mère, qui appelaient un grand-père pour dire « raconte-moi qui tu es, raconte-moi qui tu as aimé », si ce livre a permis ça, rien que pour cette raison, je suis hyper heureux qu'il soit adapté en bande dessinée, qu'il puisse toucher encore plus de monde. Alors c'est Rutsev qui m'a proposé l'adaptation en bande dessinée et notamment ils m'ont dit pourquoi chercher un autre dessinateur alors qu'on a Dominique Bermou qui aime ton travail et que toi tu apprécies tu apprécies beaucoup le sien. Et donc j'ai dit évidemment, j'étais hyper content de cette nouvelle collaboration avec lui. Je pense qu'en tant que romancier, mon rôle c'est de raconter des histoires. Et Dominique Bermou, il a vraiment réussi un travail d'adaptation phénoménal puisque je redécouvre mon livre à travers ses dessins. Non, parce qu'on a discuté un peu avec Dominique et avec Rutsev et comme je t'ai dit, moi le but c'était vraiment de laisser Dominique Bermou, l'artiste, pouvoir s'approprier mes mots, mais on a beaucoup discuté de ce que lui jugeait important, de ce que moi je jugeais important, mais vraiment moi, mon objectif c'était, parce que je tiens beaucoup à la liberté artistique, c'était qu'il puisse s'éclater pendant 1 an à raconter avec ses dessins mon histoire, mais que ce soit avant tout sa patte artistique qui donne une plus-value à ce super bel objet qu'est la bande dessinée, quoi. Je la recommande à tout le monde parce que c'est une histoire du temps d'hier mais qui résonne avec le monde d'aujourd'hui. Et puis surtout, en soi, l'objet BD me permet de continuer la quête qui avait été initiée avec le roman, qui est de retrouver cette femme, la femme à qui mon grand-père a écrit toutes ses lettres. La BD est géniale, achetez-la, lisez-la, offrez-la, et puis surtout partagez-la avec vos grands-parents, avec vos grands-mères, vos grands-pères, qui n'a pas le même âge que vous, et puis surtout allez voir ces personnes-là avec la BD et demandez-leur de vous raconter le monde d'avant, quoi. Bonjour, je m'appelle Pascal Rabaté, je fais de la bande dessinée depuis 1990, donc j'ai démarré chez Futuropolis, j'ai travaillé chez Vent d'Ouest. J'ai fait quelques livres chez divers éditeurs et puis pour celui-là, en fait, on s'est trouvé avec Rutsev. Le titre de l'album s'appelle Sous les galets la plage. Donc pour ceux qui ont une petite notion de mai 68, le titre est inspiré de Sous les pavés la plage. Et donc c'est l'histoire d'une rencontre entre un jeune bourgeois et une jeune fille qui vit de cambriolage de résidence secondaire. Donc en fait c'est cette histoire d'amour sur fond de la société française qui était en train de revoir un peu ses valeurs et de perdre un peu des territoires qui ne leur appartenaient pas. Alors, ma méthode de travail, comment dire, il y a à chaque ouvrage, en fait, je cherche d'autres territoires, d'autres médiums, d'autres supports. Donc, j'ai pas vraiment de méthode, en fait, j'ai que des méthodes
des nouvelles méthodes à chaque album. Ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets sur lesquels j'ai envie d'avancer, de savoir où je vais. Et puis il y a des scénarios sur lesquels j'ai envie de laisser un peu les choses se construire. Sur celui-là, j'avais envie de tout finir, c'est-à-dire vraiment de faire un storyboard extrêmement précis et de m'essayer après à peaufiner encore une fois, à affiner un peu comme on travaille le vin, c'est-à-dire vraiment à retravailler le graphisme, les dialogues, mais avoir quand même un cadre très précis. Alors j'en ai eu tellement parce que j'ai presque appris à lire moi avec les pieds nickelés. Il y a eu des Tintins, il y a eu des Blueberry, il y a eu Munoz qui est arrivé à la fin des années 70, qui m'a fait un choc. Martin Véron par la même occasion aussi. Je pourrais dire que c'est un livre sur à ceux qui aiment les histoires d'amour impossibles ou décalé ou improbable, j'aime pas le terme improbable, mais c'est un peu ça quand même. C'est un livre sur le fait que la fraîcheur aura toujours raison sur le moisi. Je suis Alex Alice, l'auteur du Château des Étoiles. Je suis en ce moment en train de travailler sur le tome 6 pour Rue de Sèvres. Le Château des Étoiles, c'est la conquête de l'espace au 19e siècle. C'est un récit à la Jules Verne, en fait, où des personnages dans vraiment un contexte historique réaliste, on est au 19e, à l'époque de la révolution industrielle, des châteaux romantiques et des dernières cours d'Europe. Et il y a une exploratrice, une aventurière en fait, qui décide de battre tous les records d'altitude en ballon pour prouver l'existence de l'éther, qui est cette substance dont on pensait à l'époque qu'elle remplissait le vide spatial. Et en fait, son premier voyage, donc elle dit au revoir à son fils et à son mari, et elle part en ballon pour ce premier voyage, et en fait, elle va jamais revenir. Mais elle va laisser derrière elle un carnet qui va permettre à son fils et à son mari de percer le secret de l'éther et de construire une machine capable de voyager dans l'espace. Ce qui va les emmener dans des aventures incroyables aux quatre coins du système solaire, tel qu'on l'imaginait à cette époque, c'est-à-dire que la Lune est peut-être habitée, Mars l'est sûrement, Vénus est une jungle peuplée de dinosaures, et petit à petit, voilà, les empires de la Terre vont se lancer à la conquête des cieux. L'idée du Château des Étoiles remonte assez loin pour moi. Quand j'avais à peu près l'âge des héros, j'ai découvert les romans de Jules Verne, et aussi l'univers de Louis II de Bavière, qui est ce roi de Bavière à la fin du 19e, qui était un fou d'opéra, un fou de Wagner, et qui a fait construire ces châteaux incroyables qui ressemblent à des forteresses médiévales, mais de contes de fées. Et qui m'ont fait découvrir cet univers romantique allemand à l'âge où j'étais vraiment voilà, très très réceptif à ce genre de choses. J'étais aussi dans Tolkien et toutes ces légendes. J'avais ce double projet, en fait j'avais deux envies au moment de terminer Siegfried, qui était ma série précédente. Je voulais à la fois continuer dans ce romantisme allemand, faire quelque chose autour de Louis II de Bavière, et faire un récit à la Jules Verne dans l'espace, comme De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, ou Hector Servadac.
Alors explorer cet univers étendu, c'est ce qu'on fait déjà dans le Château des Étoiles depuis le début avec les gazettes qui présentent avant chaque sortie d'album. En fait, il y a 3 ou 4 ou 5 gazettes qui vont présenter l'album sous forme de serial quelque part, de récits feuilletons. Et déjà, moi, c'est des petites fenêtres sur cet univers, des manières de le regarder par d'autres angles qui, je trouve, le font vraiment exister d'une manière riche. C'était pour moi un scénariste qui avait ce triple talent de savoir gérer l'aventure, l'humour et le merveilleux. Et qui maîtrise à la perfection. Moi, c'est un de mes scénaristes préférés du monde. Et donc je lui ai demandé s'il voulait écrire avec moi le Château des Étoiles, la première série. Il n'avait pas le temps parce qu'il s'occupait d'un petit truc qui s'appelait Les Indes Fourbes. Par contre, on a beaucoup échangé sur le scénario, sur le storyboard et sur l'univers. Un univers où, grâce à son enthousiasme communicatif et puis aussi à la beauté de ses planches et aussi la richesse et la magie de ce système solaire de l'âge de l'éther, Alex a réussi à m'entraîner dans cet univers et de me donner l'envie d'écrire ma propre histoire dans ce cadre-là. Lui comme moi, on est tout à fait dans un premier degré par rapport à l'univers et c'est pas pour rien qu'on fait les maquettes et les expos et que j'essaye de faire en sorte que tout soit très cohérent, c'est qu'on prend jamais l'univers à la légère et moi j'ai absolument besoin d'y croire et quand je fais mes pages, j'y crois, je suis dans cet univers. L'histoire des chimères de Vénus a pour cadre l'univers du Château des Étoiles, mais on ne va pas retrouver les protagonistes de la série. On va suivre les aventures d'une actrice, Hélène Martin, qui part à la recherche de son fiancé, prisonnier des bagnes de Napoléon III. Mais elle le fait dans un 19e siècle uchronique, un 19e siècle alternatif, où les empires terrestres se sont lancés à l'assaut des étoiles, et pour retrouver son fiancé, elle va devoir partir sur Vénus, une planète baignée de brume, dont les jungles abritent d'inquiétants dinosaures. Ça fait marrer aujourd'hui, ça paraît de la science-fiction, mais si on suit le raisonnement de l'époque, et c'est ça qui est merveilleux, on voit rien. Donc c'est des nuages. On sait que Vénus est plus près du Soleil, donc il doit faire chaud. Donc il y a des nuages, il doit être super humide, il fait chaud, il doit pleuvoir tout le temps, il fait chaud, il doit y avoir des jungles, c'est logique. Et puis Vénus est plus près du Soleil que la Terre, donc elle est plus jeune, c'est ce qu'on pensait à l'époque. Donc si elle est plus jeune, la vie en est à un stade antérieur de développement. Donc, des dinosaures qu'on commençait à bien découvrir et à répertorier à l'époque. Voilà, donc c'est génial parce que l'observation c'est rien. La conclusion c'est des jungles peuplés de dinosaures. Et ça c'est la poésie incroyable de cette vision de l'espace du 19e. Et là-dessus évidemment Alain a rebondi avec ces merveilleux personnages et cette idée d'aller envoyer les empires anglais et français en rivalité sur Vénus. On voulait avoir une cohérence graphique entre le Château des Étoiles et les chimères de Vénus. Aussi, on avait décidé d'opter pour la même maquette, une maquette à la Hetzel qui caractérise le Château des Étoiles, et aussi le découpage si particulier, le découpage graphique, la façon de faire le storyboard et la mise en page du château. Par contre, au niveau du dessin, on voulait quelque chose de radicalement différent. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Étienne Young, parce qu'Étienne a un dessin qui est très différent de celui d'Alex, il n'y a absolument rien à voir. Mais c'est un dessin qui partage avec celui d'Alex la capacité d'entraîner le lecteur à l'intérieur des cases. Il est très immersif. Et il y a aussi la capacité de restituer la magie et le merveilleux qui sont une des caractéristiques de l'univers du Château des Étoiles. Avoir un de mes scénaristes préférés et un de mes dessinateurs préférés venir jouer avec moi dans cet univers, c'est un bonheur incroyable. Il y a un peu une tendance en ce moment à dire tiens, tel récit c'est pour tel âge à tel âge, et tel récit c'est pour tel âge à tel âge. Sur le Château des Étoiles, j'avais vraiment envie de retrouver cet esprit 7-77 ans de Tintin et de Hergé, et qui est aussi celui de Jules Verne en fait. Mon plus grand plaisir en dédicace, ça a été de voir 3 générations de la même famille qui venaient en même temps, et qui étaient tous les 3 lecteurs du Château des Étoiles. Je pense plus jeune génération parce que il y a un petit côté peut-être manga dans la manière d'animer les personnages ou même certains designs. Les parents vont retrouver effectivement un esprit peut-être un peu Cité d'Or, Jules Verne. Et puis oui, puis pour les grands-parents c'est cet esprit aventure classique à la Jules Verne effectivement.
Le tome 6 du Château des Étoiles va s'appeler l'Exposition interplanétaire de 1875. J'essaye de retrouver la magie de ces incroyables expositions universelles qui ont eu lieu à Paris, qui nous ont donné la Tour Eiffel, le Grand Palais, enfin tous ces monuments qui étaient censés être provisoires à l'époque, puis qui sont restés comme un témoignage du génie de cette époque. Dans l'univers du Château des Étoiles, l'exposition peut pas se contenter de rassembler tous les pays du monde, évidemment, ça va être une exposition sur toutes les planètes du système solaire. Rue de Sèvres a accepté de me suivre sur une petite folie sur le tome 3, on va avoir un dépliant au milieu de l'album, ce qui va permettre de faire non pas des doubles mais des triples pages et de retrouver ce plaisir des catalogues d'expositions universelles avec ces grands panoramas.